Bref, on a l'impression que quand on donne du Lasix, ça ne donne rien donner un thiazide. 2 mots pour expliquer le principe. Lorsque vous donnez du Lasix à long terme, diurétique de Lance, qu'est-ce qui va se passer? Le rein va réagir à ça. Lui, le rein ne perçoit pas l'insuffisance cardiaque, il perçoit l'hypovolémie, parce que c'est ça que vous êtes en train d'induire. Comme il perçoit l'hypovolémie, il fait une hypertrophie de l'anse proximale et distale. Autrement dit, il réagit à ça, puis il réabsorbe l'eau puis le sel. Quand vous allez donner votre thiazide, qui agit en tubule proximale et distale, vous allez annuler un mécanisme compensateur puis augmenter la diurèse. De sorte que de donner un hydrochlorothiazide au-dessus d'un Lasix, ça augmente la diurèse, même si dans notre perception, c'est un diurétique qui est peu puissant. Je vous rappelle qu'en insuffisance cardiaque, on parle beaucoup quand ils sont trop remplis. On est bien bon là-dedans. Quand les jugulaires sont distendus, quand les pattes sont on est bon, on donne plus de diurétique, c'est facile. Je vous rappelle que des fois, la volémie, elle est trop faible. Votre patient insuffisant cardiaque déshydraté, il est plus fatigué, plus faible, plus étourdi, plus d'intolérance rénale. C'est peut-être dans ce moment-là qu'il faut baquer les diurétiques, en donner moins. Puis bien entendu, ça va favoriser votre insuffisance cardiaque antérograde, mais c'est difficile. La volémie, l'état volémique, le statut volémique du patient, c'est difficile à déterminer cliniquement. C'est là qu'on a de la difficulté. La digoxin, je vous rappelle, en termes de mortalité, il n'y a pas de bénéfice. On devrait réévaluer l'utilisation digitale, en particulier chez vos femmes. Je vous rappelle que les femmes âgées, on augmente la mortalité avec le Lanoxin. Donc, il faut que vous ayez une bonne raison pour en donner. Ceci dit, ça diminue l'hospitalisation. Autrement dit, on peut le garder comme arme thérapeutique, mais il faut avoir une bonne raison. Ça ne devrait pas remplacer les bêta-bloqueurs, ça ne devrait pas remplacer les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Nitrate hydralazine, un petit mot, je vous rappelle, si vous n'êtes pas capable de donner ni les ACE ni les ARA, sortez votre vieille combinaison. Je vous rappelle, l'hydralazine, c'est 3 à 4 fois par jour. Nitrate, c'est 1 à 2 fois par jour. Combinaison des 2 médicaments. C'est difficile à prendre, mais c'est efficace. Quand faire appel aux anticoagulants, c'est les mêmes recommandations que vous suivez en clinique. Si vous suivez votre CHADS, vous avez 1 point pour votre insuffisance cardiaque, mais essentiellement, c'est les mêmes recommandations. Il n'y a présentement aucune indication de donner de Coumadin en insuffisance cardiaque. Bien entendu, si on vous parle, si on voit un gros caillot à l'intérieur, c'est rare qu'on va vous dire ça. Mais présentement, il n'y a pas d'indication de coumatiniser un insuffisant cardiaque. Pourquoi je vous dis ça? L'étude est en cours. 50 de nos patients prennent du Coumadin, 50 prennent un placebo. On va voir jusqu'à quel point c'est bon. Je vous rappelle que le Coumadin, c'est bon parce que ça évite les complications cardiaques, les complications emboliques. Je vous rappelle que ça a aussi beaucoup d'effets secondaires hémorragiques. Avant de le donner à tout le monde, important de prouver le bénéfice. Pour l'instant, pas d'indication, à part vos indications usuelles. Interactions médicamenteuses. On a déjà parlé des glitazones, on a déjà parlé des anti-inflammatoires. Je vous rappelle que vos antiarythmiques aussi, vous pourrez demander au docteur Paradès, les antiarythmiques, ce n'est pas bon pour vos patients insuffisants cardiaques, ça augmente leur mortalité. Ils ne devraient pas en avoir. La seule exception, c'est l'amiodarone. Je vous rappelle que les inhibiteurs calciques aussi sont contre-indiqués, en particulier le verapamil et le diltiazem, contre-indiqués en insuffisance cardiaque, prouvés efficaces pour augmenter la morbidité et la mortalité. C'est une drogue à proscrire, on ne donne jamais ça lorsque la fraction d'éjection est inférieure à 40 %. Puis les bêta-bloqueurs aussi, faites bien attention. Si votre patient ne va pas bien, toujours pensez, est-ce que c'est le bêta-bloqueur? Un principe important, par exemple, 2 scénarios. Vous donnez un bêta-bloqueur, 2 semaines après, le patient ne va pas bien. Est-ce que c'est le bêta-bloqueur qui est probablement responsable? Votre patient est insuffisant cardiaque, il est sous bêta-bloqueur, ça fait 1 an. Puis là, il décompense. Est-ce que c'est le bêta-bloqueur qui est responsable? Non, n'oubliez pas, le bêta-bloqueur, il a été bien toléré. Fait que si vous êtes tolérant, là, c'est autre chose qui est en train de se passer. Vous pouvez peut-être le diminuer si votre patient ne va pas bien, mais ce n'est pas ça le mécanisme. Donc, bien entendu, il faut regarder le mécanisme. L'autre chose, tous les ajustements de dose aussi. Faites attention. Autrement dit, bêta-bloqueur, ça fait longtemps qu'il est là, mais ça fait 2 semaines que la dose est augmentée. Des fois, il tolère bien la première, la deuxième, puis la troisième, ça ne va pas bien. Donc, non seulement regarder la date de début, mais la date de dernier ajustement thérapeutique. Fonction statique préservée, je ne sais pas comment traiter ça. Bref, restez à l'écoute. On fait encore des études de ce côté-là. Je vous passe ceux-là. Parce que, essentiellement, c'est de la prise en charge des syndromes hypervolémiques, c'est de donner des diurétiques. Puis, à part de ça, on ne sait pas comment vraiment les traiter. La prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë, un gros chapitre. Essentiellement, on en a discuté tantôt. En termes de diurétiques, continuez à faire ce que vous faisiez. Vous pouvez prendre la recette de la créatinine selon le poids, le gabarit de votre patient. Vous pouvez prendre la recette de l'âge du patient. Donc, autrement dit, le patient de 40 ans, on lui donne 40 mg. Le patient de 80 ans, on lui donne 80 mg. Parce qu'il y a plus de difficultés. On ne sait pas encore bien comment le traiter. Puis je vous rappelle le principe, plus de nitrate, moins de diurétique. Le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est encore un inconnu.
Bien entendu, quand vous les évaluez aussi à l'urgence, un gros principe, un nouveau principe d'évaluation clinique, on vous en a proposé plusieurs. Un des principes, c'est le taux de perfusion puis le taux de congestion. Habituellement, quand vous les avez à la salle d'urgence, ils sont humides et chauds. Donc, humide voulant dire hypervolémique, chaud voulant dire bien perfusé. Eux autres sont assez faciles à traiter. S'ils sont secs et chauds, bien là, ça va bien. Autrement dit, là, ils ne sont pas en difficulté. Ceux que vous avez de la difficulté sont ici, là. Humide et froid, ça veut dire en vasoconstriction, souvent hypotendus. Eux sont proches des amines, de l'intubation. Eux sont difficiles à traiter. Sec et froid, ça, c'est votre patient qui est en choc cardiogénique sans surcharge. Lui, faites attention, mais lui, quand il est sec et froid, c'est peut-être lui qui est déshydraté, donc peut-être qu'un peu de volume lui fait du bien. Donc, autrement dit, on peut donner du volume à une insuffisance cardiaque si on présume que le patient est sec. Bien entendu, c'est des concepts qui sont difficiles. Puis quand on dit qu'il n'y a plus d'indication de cathétérisme évasif de Swan-Ganz, quand on a de la difficulté, c'est ces patients-là qui vont être instrumentés. Docteur Lepage, je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. L'algorithme, on l'a déjà discuté aujourd'hui. Défibrillateur, c'est Dr. Paradès qui va vous en parler. Chirurgie, il n'y a pas de place. Soins aux aînés, extrêmement difficile, un chapitre important de l'insuffisance cardiaque, difficile à traiter. Puis l'autre chose très importante, c'est le principe de fin de vie. Principes alimentaires qui sont importants, faites attention, il y a souvent des carences alimentaires vitaminiques chez vos patients. Je pense que ça vaudrait la peine de les faire voir par une diététicienne. Toutes les problématiques de fin de vie, on s'y adresse un peu plus. Donc, le rôle de dire où est-ce qu'on est rendu. Je vous rappelle que quand on questionne les insuffisants cardiaques, 40 du temps, ils vont nous dire qu'ils veulent plus avoir une fin de vie qu'une prolongation de la vie. Les conclusions, bien, on va vous le faire pendant la période de questions. Donc, bref, la prise en charge, elle est complexe. Elle est basée sur un peu de médicaments, deux, surtout une évaluation clinique. C'est en clinique qu'on va faire le diagnostic, qu'on va faire l'ajustement thérapeutique. C'est une prise en charge importante. Ce n'est pas vrai que tous les patients sont suivis par les spécialistes. Comme je vous le disais, plus de 50 du temps, ils sont suivis au niveau des généralistes. Deuxièmement, le suivi, il doit mettre en charge tout le monde. Ce n'est pas juste médical, c'est aussi les infirmières, diététiciennes, tous les intervenants. Puis bien entendu, faire participer le pharmacien, faire participer la famille. Puis bien entendu, le gros défi, faire participer votre patient. Il est la personne la plus importante. Comprendre ses médicaments, comprendre ses symptômes. Puis uniquement nous appeler. Une des choses qu'on pourrait leur dire le plus, c'est nous appeler quand ils prennent du poids encore systématiquement. Ils nous appellent ou ils viennent à l'hôpital quand ils ont pris 15, 20, 30 kilos. C'est trop tard, il faut qu'ils viennent plus rapidement. Fait que je m'arrête là, j'en ai déjà trop dit. Puis je vous invite à me poser des questions. Merci. Merci beaucoup, Dr. Lepage.